Alors, quartier rhodanien en transition vers de nouveaux équilibres, c'est effectivement cette recherche doctorale que je mène au sein du LAST à l'EPFL. Donc, je m'intéresse au territoire urbain le long du Rhône. Si on regarde l'évolution des relations ville-fleuve dans l'histoire, on remarque que l'occupation des rives urbaines, elle a traversé plusieurs temps et plusieurs cycles d'appropriation et d'abandon. Donc, on peut décrire cette histoire en 5 étapes, disons. Pendant l'Antiquité, il y a vraiment les premières urbanisations des rives qui se mettent en place. Les cours d'eau sont favorables au transport, à l'approvisionnement, au commerce, à la défense. Ensuite, on arrive au Moyen Âge. Et là, les rives commencent à être un problème parce qu'on a des problèmes de crues, d'inondations, des problématiques d'hygiène liées au marécage, etc. Donc, la ville commence à rejeter ces rives. Ensuite, on pourrait voir un troisième temps qui est celui de l'industrialisation, où tout d'un coup, l'industrie se réapproprie un petit peu de ces rives délaissées parce qu'elle y voit toute une série d'avantages. Déjà, la proximité des villes, l'eau qui peut être utilisée comme une ressource et comme une ressource aussi énergétique et évidemment le chemin de fer qui arrive et qui permet aux industries de se développer. On passe ensuite dans un quatrième temps qui serait celui de l'ère post-industrielle où on retrouve un abandon des rives. Donc l'industrie décline à cause de la mondialisation, la délocalisation. Et donc là, des sites industriels commencent à devenir vétustes et des friches qu'on appelait des friches fluviales commencent à apparaître. Et en ce qui concerne le cinquième temps, donc c'est celui où on se trouve actuellement, c'est celui de la transition. Donc dans le cadre de cette transition écologique actuelle, on a un renouveau de ces rapports ville-fleuve où les villes commencent à tisser de nouveaux liens avec leurs eaux. Et si on regarde l'évolution des relations ville-fleuve à l'échelle du quartier, on a un graphique de ce type qui est emprunté à la logique de cycle de vie économique des produits, où de nouveau, on a une série de phases qui se succèdent. Et après une première phase de découverte où la ville et l'eau s'apprivoisent, une deuxième phase qui est toujours une phase de découverte, mais disons un peu accrue, où tout d'un coup, il y a une imbrication très forte qui s'établit entre la ville et le fleuve, on arrive à une phase, un pic, si vous voulez, qui est le P3, où on a toujours vraiment une forte imbrication, mais il y a toute une série de contraintes qui commencent à apparaître et qui mettent un petit peu en crise, si vous voulez, cette imbrication. Et on passe ensuite à une phase d'abandon, donc vraiment le déclin de la relation ville-fleuve est en route. Et puis, là encore, dans la phase de transition actuelle, on a plusieurs scénarios possibles. Un scénario qui serait le déclin qui se poursuit, ou bien une stagnation de cette situation, ou encore une amélioration et, dans le meilleur des cas, un renouveau de ces relations ville-fleuve. Donc, la recherche doctorale que je mène, elle se situe vraiment dans ce scénario de renouveau, dans le cadre des enjeux de durabilité qui accompagnent la plupart des projets de régénération de sites fluviaux. Le fleuve Rhône, qui est donc mon sujet d'étude, donc c'est un fleuve d'une longueur de 810 km qui prend sa source dans le massif du Saint-Gothard en Suisse, qui traverse la Suisse et ensuite la France jusqu'à la Méditerranée. Son bassin versant, donc ce que vous voyez là en vert, dépasse les 95 000 km². Le tracé du fleuve, c'est ce qu'on constate avec cette carte, il est souligné par une urbanisation qui le longe sur la plupart de son cours. Donc, c'est vraiment un vecteur d'urbanité depuis l'Antiquité. Il traverse 382 communes
dont 2 métropoles, donc celle de Genève et celle de Lyon. Et la population totale dépasse les 3 millions d'habitants. Une partie de la population rhodanienne, elle est menacée par le risque de crue. Et les graves inondations entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont mené à l'établissement du plan d'aménagement de la 3e correction du Rhône en Suisse et du plan Rhône en France. C'est des aménagements à l'échelle, c'est des études et puis des aménagements prévus à l'échelle territoriale pour garantir la protection de la population, mais aussi le développement durable de l'ensemble de ces territoires. Donc, ce territoire rhodanien, il peut se regarder à travers une série de thématiques que j'ai appelées des intensités rhodaniennes et qui permettent de le comprendre comme une série de ressources et de fragilités. Donc, ces intensités rhodaniennes sont liées directement ou indirectement au fleuve et se catégorisent selon ces 6 points. Donc, patrimoine et culture du fleuve, gouvernance et gestion, énergie et transport, agriculture, écosystème et paysage, tourisme, loisirs et détente, et enfin, urbanisation et risque inondation. Et sur ce dernier point, justement, ce que vous voyez là, c'est un extrait d'une carte qui a été produite dans le cadre de la 3e correction du Rhône, qui est en cours dans le canton du Valais en Suisse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que vraiment ces stratégies territoriales dont je viens de parler, autant en France qu'en Suisse, impliquent des modifications profondes du contexte urbain local. C'est pourquoi il faut vraiment que les pratiques elles évoluent vers une plus grande maîtrise de l'échelle du quartier. Donc, dans cette optique, les objectifs de la recherche, l'objectif principal, c'est de développer des stratégies intégratives d'aide à la décision spécifiques au quartier en transition, au quartier rhodanien en transition. Autrement dit, la recherche propose d'accompagner les services publics et les praticiens dans les arbitrages qui sont inhérents au développement de projets urbains le long du Rhône. Et pour ce faire, il y a 3 apports complémentaires que je développe. Le premier, c'est un processus de création des visions projectuelles, des scénarios de projet, si vous voulez. Ensuite, la mise au point de composantes de nouveaux équilibres ville-fleuve. Et pour finir, une grille de lecture multicritères qui permet de comparer les différentes visions projectuelles. Donc, les 3 éléments méthodologiques que je viens d'évoquer constituent l'approche Research by Design, où le projet est vraiment utilisé ici comme un outil de recherche concret entre les enjeux théoriques et les enjeux opérationnels. Donc, l'exploration projectuelle, elle comporte 3 axes qui sont en haut à gauche de cette slide. Donc, des sites d'intervention le long du Rhône à définir, des ateliers de projet qui sont effectués avec des étudiants architectes et des workshops d'approfondissement pour préciser certaines visions projectuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des questions qui sont directement liées à la protection contre les inondations, il y a beaucoup d'enjeux paysagers, urbanistiques et architecturaux auxquels il faut s'intéresser pour développer des projets le long du Rhône et le long des fleuves en général. Donc, en ce qui concerne le deuxième apport, donc, ce que vous voyez là, les composantes des nouveaux équilibres ville-fleuve, ça, c'est toute la recherche bibliographique, l'étude de pratiques actuelles de quartiers fluviaux et des entretiens avec des experts et expertes de différents horizons qui vont nourrir justement cette partie de la recherche pour mieux comprendre quels sont les éléments
incontournables auxquels il faut s'intéresser. Et donc, ces deux apports permettent de nourrir cet élément central ici, qui est la grille de lecture multicritère, qui permettra ensuite d'évaluer, si vous voulez, les visions projectuelles qu'on aura mis au point. Donc, pour finir, on va pouvoir avoir des résultats. Je vous en montrerai un exemple à la fin. Et la dernière étape de la recherche consiste dans la diffusion de tout ce qu'on a appris, autant en Suisse qu'en France, auprès des acteurs de terrain des sites d'études. Donc, en ce qui concerne l'exploration projectuelle, les 4 sites d'études choisis, ils sont déjà actuellement en voie de régénération et ils présentent un potentiel intéressant d'évolution. Donc, on en a sélectionné un par régime hydraulique du Rhône, parce que ce que cette carte vous montre, c'est que c'est ce qui est en rose à gauche, c'est que le Rhône, il est divisé en 5 régimes hydrauliques. Le Rhône alpestre, le Haut-Rhône, le Rhône moyen, le Rhône inférieur et le delta. Et donc, dans un souci de systématique, on a décidé de choisir un site par régime, parce que ces régimes, ils ont quand même un impact sur la nature vraiment du fleuve. Donc, dans le Rhône alpestre, on a choisi la ville de Sion. Dans le Haut-Rhône, c'est celle de Genève. Givors, qui est dans le Grand Lyon, pour le Rhône moyen, et Avignon en ce qui concerne le Rhône inférieur. Le delta, on l'a laissé en dehors de la recherche parce qu'il fonctionne vraiment selon des questions hydrauliques totalement différentes. Donc, chacun de ces sites a évidemment un lien très fort avec le Rhône, mais se trouve aussi proche d'une infrastructure de mobilité importante. Et donc, le postulat général pour chacun de ces sites, c'est de régénérer ces quartiers en des quartiers mixtes, donc avec un programme phare qui est chaque fois décliné selon les spécificités du lieu. Donc, par exemple, à Sion, on travaille sur un programme de campus universitaire. À Genève, c'est plutôt des activités culturelles. À Givors, c'est un centre de recherche en énergie. Et puis à Avignon, un pôle dédié aux arts vivants. Donc là, je vais vous présenter rapidement les sites pour que vous ayez une idée de quel type de paysage on trouve le long du Rhône et comment ce paysage évolue au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Méditerranée. Donc, on a ici le premier site, donc la ville de Sion. Le site est localisé au sud de la ville. Il est délimité au nord par un nouveau campus. Vous voyez ma souris ? Okay. Par un nouveau campus ici, qui est presque achevé maintenant, et l'autoroute au nord. Donc, on voit vraiment que le Rhône traverse le site en son cœur. Donc, l'orthophoto nous montre que le périmètre du site d'étude, il fait 13 hectares et il est en voie de mutation dans les prochaines décennies. Il représente une petite partie du périmètre du concours Ronco 21 qui a été lancé par la ville de Sion en 2019 et remporté par le bureau Herzog et de Meuron. Donc, il y a vraiment cette dynamique qui est en cours dans ce territoire. Donc là, on voit les qualités paysagères de la ripisylve, qui est en rive gauche dans ce cas, et qui dialogue avec les éléments bâtis patrimoniaux de la ville. À Sion, on retrouve des châteaux du Moyen-Âge. Et là, on est sur la rive droite, donc l'opposé de celle de l'image d'avant. Ce qu'on constate, c'est que la promenade publique existe, mais elle est vraiment étroite et non aménagée. On arrive maintenant à Genève. Donc, à Genève, on se trouve à la jonction entre le Rhône, qui est ici, donc qui a traversé gentiment le lac et qui ressort ici, et il se rencontre à cet endroit-là avec la rivière de l'Arve.
Et le site en question est vraiment situé sur la pointe qui s'appelle la pointe de la Jonction. Donc, ce site, il marque la limite de l'urbanisation ouest de la ville. On le voit là, on voit son périmètre. Donc, on parle de 6 hectares. Actuellement, pour la majeure partie, ce site est occupé par les TPG, donc les transports publics genevois, qui ont ici un couvert et là une sorte de grand garage à bus. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que ce couvert a été désaffecté et donc il est maintenant en cours de régénération. On essaye de trouver des programmes participatifs avec les habitants. Et sur un terme plus long, on imagine que également ce dépôt puisse aussi être relocalisé, ce qui nous permet d'imaginer une régénération importante de ce quartier. Et la dynamique qui est en cours actuellement au niveau de ce couvert concerne aussi un parc public qui va occuper la pointe de ce périmètre. Donc là, c'est une photo qui est prise depuis les falaises sur le couvert dont je vous ai parlé. Donc là aussi, on remarque une grande qualité paysagère et vraiment un dégagement sur la ville de Genève. Et là, on est en rive gauche, le long du sentier des Saules. Donc, à cet endroit, il est possible de se baigner dans le Rhône. Et cet endroit s'appelle la baignade du Rhône. Justement, elle est très, très prisée par les Genevois en été. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a quelques aménagements qui sont proposés. Et on arrive maintenant à Givors. Donc, le site, c'est celui-ci. C'est un site pétrolier actuellement en activité et il se situe vraiment sur un coude du Rhône. On voit ici le périmètre. Donc là, on a 11 hectares. Donc, le site, il est bordé par une autoroute ici et par un affluent du Rhône qui s'appelle le Garon, qui rejoint le Rhône à cet endroit. Donc, le pont autoroutier dont je viens de vous parler, il fait quand même 300 mètres de long, donc il contribue grandement au caractère enclavé de cette partie de la ville et définit le caractère des berges. Après, on a à quelques mètres cette embouchure du Garon et il y a vraiment de grandes qualités paysagères qui nous permettent d'imaginer assez facilement qu'on pourrait régénérer ce site. Et enfin, le 4e site, c'est Avignon. Donc, ici, on est vraiment à 2 pas des remparts de la Cité des Papes. Et le site, il fait partie des gisements fonciers que la ville a repérés pour son futur développement. Donc, il se situe ici. Donc, on a la vieille ville avec ses remparts là, et puis le site qui se développe plutôt en longueur, il fait 10 hectares. Actuellement, il est exploité en tant que parking relais et il est tenu entre les remparts, justement, et un grand parc ici, une langue verte qui continue le long des berges, qui est vraiment un parc paysager en devenir. Le site, donc ici, on le voit depuis la rive opposée. Donc, on le voit, mais en fait, on ne le voit pas parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce rideau végétal très, très dense qui est une grande qualité du Rhône à cet endroit. Et par ailleurs, sur la rive depuis laquelle la photo a été prise, vous pouvez l'entrevoir ici, il y a beaucoup de péniches habitées à l'année qui profitent de ce paysage. Donc, on disait un grand parking, donc une esplanade minérale entre 2 digues, parce qu'il y a une digue de protection ici, et puis une que vous voyez un petit peu plus clairement ici, qui
qui protège le parking des inondations et qui est parcouru par une route qui est très, très passante. Donc, qui coupe aussi beaucoup le site du fleuve. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une synergie très forte entre la recherche et les ateliers de projet, l'enseignement. Donc, les étudiants de l'atelier RAY, qui sont des étudiants en bachelor, en deuxième année, ils développent pendant 4 ans sur chacun des sites des stratégies de projet d'architecture durable, disons. Donc là, vous avez les affiches des ateliers qu'on a eus et on est actuellement en train de travailler sur le dernier site, à celui d'Avignon. Je vais vous montrer ici quelques résultats pour les sites de Sion et puis de Genève. Donc, ce qu'on voit ici, SI0, c'est la situation actuelle du site de Sion. Et puis, on a 3 visions projectuelles qui ont été sélectionnées, redéveloppées, approfondies, qui se trouvent en bas de la slide. Donc, dans la première vision, on a retenu des îlots, des grands îlots ouverts qui poursuivent un petit peu le tissu de la ville existante, des grandes pièces urbaines ouvertes sur le fleuve et enfin une longue forme continue. La même chose a été faite à Genève. Donc, on a la situation actuelle en haut à gauche et ensuite les 3 scénarios qui ont été retenus et retravaillés. Donc, une première vision qui propose 2 grands îlots dans la même logique du tissu urbain existant à proximité. 3 tours qui dialoguent avec le grand territoire et les falaises. Et pour finir, une grande forme très dense. Si maintenant on les regarde un peu plus dans le détail, vous avez le site de Sion en haut et celui de Genève en bas. Ce qu'on constate, c'est qu'on peut classer ces visions projectuelles en 3 attitudes prospectives. Et ces attitudes, elles expriment la contribution du quartier au caractère du lien spatial entre la ville et le fleuve. Donc, on a une première famille qui s'appelle Tissé, une deuxième famille qui s'appelle Orientée, et puis une troisième famille qui s'appelle Déployée. Donc, je vais développer ça dans le détail juste après, mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait qu'on voit émerger aussi, en regardant ces projets, qu'en termes d'espaces publics principaux, il y a un peu 3 types d'espaces fluviaux, je dirais, qui apparaissent. On a ce qu'on a appelé le parc fluvial, qu'on peut voir sur cette proposition et sur celle-là. On a les berges urbaines, ce qu'on peut voir ici et ici. Et pour finir, les places fluviales qui sont assez clairement visibles sur cette proposition et celle-ci. Et ce qui est important de souligner, c'est que ces typologies d'espace public ne sont pas en lien avec l'attitude prospective tissée, orientée ou déployée. Ça peut aller avec n'importe laquelle. Donc, tisser, c'est cette attitude tisse des liens séquencés entre l'espace paysager du fleuve, justement, et se traduit par une forme urbaine et une structure urbaine qui s'inscrivent dans une logique de prolongation du tissu bâti de la ville existante. Donc ici, on peut voir autant à Sion qu'à Genève les plans de rez-de-chaussée, les plans d'étage type, les coupes et des photos de maquettes pour bien comprendre la volumétrie de ce qu'on est en train de mettre en place. Orienter, donc la deuxième attitude oriente et ouvre le tissu bâti de la ville existante vers le fleuve. Et cette attitude se traduit par une forme urbaine qui alterne des espaces bâtis concentrés et des espaces publics non bâtis.
Donc, on est dans une granulométrie nettement différente par rapport à ce qu'on a vu dans la slide précédente. Et la troisième attitude déploie un front fluvial perméable pour le tissu bâti de la ville existante et elle se traduit par une forme urbaine de grande dimension qui dialogue avec le paysage tout en offrant un espace public vaste et généreux au bord de l'eau. Chacune de ces visions projectuelles, ainsi que les situations actuelles pour chaque site, donc on parle de 16 visions projectuelles à terme, elles sont évaluées, analysées à travers une grille de lecture, qui est ce que vous avez sous les yeux là, la grille de lecture des nouveaux équilibres ville-fleuve. Donc cette grille, c'est le fruit de beaucoup de recherches, mais je vais essayer de présenter ici l'essentiel et puis aussi de manière le plus claire possible. Donc, le concept de nouveaux équilibres ville-fleuve implique une transition depuis les pratiques actuelles vers des quartiers résilients. Donc, dans un premier temps, les pratiques actuelles, finalement, pour les comprendre, on peut les rapporter aux intensités rhodaniennes dont j'ai parlé au début, donc qui sont ces 6 points. Et ces intensités rhodaniennes, elles évoluent vers les composantes d'équilibre qui définissent des nouveaux équilibres possibles entre la ville et le fleuve. Et ces nouveaux équilibres, il faut les comprendre comme des attitudes urbaines résilientes dans un cadre de transition écologique. Donc, si je prends un exemple, urbanisation et risque inondation, dans un cadre de transition écologique résiliente, deviendrait positiver le risque. Donc, comment on peut mieux vivre avec le risque, éventuellement avec l'eau qui pourrait rentrer dans le quartier, par exemple. Et chacune de ces composantes, elle est ensuite déclinée en 3 dimensions. Et chacune des dimensions se réfère à une échelle spatiale spécifique. C'est ce que vous voyez là. Donc, positiver le risque, je continue mon exemple, il se décline entre gestion du risque, culture du risque et porosité. La gestion du risque se rapporte à l'échelle territoriale, disons, parce qu'on gère souvent le risque, par exemple, en aménageant une zone d'expansion des crues en amont pour que la ville en aval soit moins en danger, par exemple. Donc là, on est clairement au-delà de l'échelle du quartier. La culture du risque, c'est quelque chose qui se rapporte à l'échelle qu'on appelait contexte, qui serait par exemple la ville en entier, la métropole. Par exemple, il est important de parler de cette culture du risque, de trouver des moyens d'impliquer les habitants, non seulement du quartier, mais de toute la ville à ces questions-là. Et en dernier lieu, on a ce que j'ai appelé la porosité, qui se réfère vraiment à l'échelle du projet, donc du quartier, essayer de comprendre au niveau de la forme urbaine, est-ce qu'elle permet une certaine porosité, est-ce que les sols sont suffisamment perméables, etc. Et ça accompagne également une certaine résilience par rapport au risque d'inondation. Et donc, je ne vais pas vous faire l'ensemble de la grille, mais c'est sur cette logique-là que les intensités se développent en composantes et que les composantes sont ensuite déclinées en dimensions et en échelles. Donc, ça, c'est simplement un exemple des résultats. Donc, si on prend par exemple le site de Sion et qu'à travers toutes ces dimensions que vous venez de voir, on peut établir pour chaque vision une sorte de double profil. Un premier profil qui serait un profil de durabilité où on choisit 5 dimensions fondamentales et incontournables de la durabilité. On se base sur des systèmes d'évaluation déjà existants, donc ce n'est pas le cœur de ce qu'on développe, mais on doit avoir ce profil, une sorte de carte d'identité de la durabilité. Donc, on aurait la densité, la mobilité, la diversité, la neutralité et l'efficience, ce qui nous donne une première partie du profil du site. Et ensuite, sous forme de radar, des profils d'équilibre
divisées en tiers par rapport aux échelles dont je vous ai parlé avant, donc l'échelle du projet, l'échelle du territoire et l'échelle du contexte. Et donc, pour chaque vision de Sion, c'est les 4 exemples que vous avez sous les yeux, on va pouvoir évaluer à travers cette grille de lecture les performances de chaque vision. Et ça va nous permettre surtout de les comparer. Donc, la comparaison multicritère des potentiels d'équilibre ville-fleuve par le biais des quartiers fluviaux est vraiment l'objectif de cette grille de lecture. Donc voilà, actuellement, cette grille de lecture, elle doit être encore approfondie. On est en train de travailler sur le dernier des sites. Les entretiens ont été menés, les études de cas également. Donc, disons, le corps de la grille de lecture est bien présent. Il s'agit maintenant de faire ces évaluations tests sur la plupart des scénarios et puis, bien sûr, d'aller sur le terrain pour en discuter avec les gens qui sont directement impliqués. Donc, l'ambition du doctorat, c'est de développer des stratégies intégratives d'aide à la décision spécifiques au quartier rhodanien en transition, mais il est clair que la méthodologie qui est mise en place, elle peut tout à fait être appliquée à d'autres territoires fluviaux. Je conclus simplement avec cette slide. Donc, un site web a été développé et qui est dédié au projet de recherche Rhodanie urbaine, dans lequel s'inscrit la thèse de doctorat que je viens de vous présenter. Donc, je vous invite à aller regarder ce site et en sachant qu'il va évoluer au fur et à mesure de l'avancement de la recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sarah en fait pour cette magnifique présentation. On va ouvrir donc aux questions des étudiantes et des étudiants qui j'espère pourront en poser quelques-unes, notamment le groupe d'étudiants qui s'est réuni, je pense, à l'atelier. J'aurais peut-être moi aussi en fait quelques questions. En fait, déjà pour dire, au début de la présentation, je me demandais, mais justement, quels sont les objectifs et quels sont les critères de l'analyse multicritère. Et là, je me rends compte qu'en fait, les objectifs des projets et les critères sont finalement un peu les mêmes, ou du moins l'un devient l'autre dans le cadre du projet, ce que je trouve hyper ingénieux et vraiment intéressant comme démarche. Donc, ça, c'est un truc qui vous est, que tu as inventé ou c'est un truc comment c'est arrivé en fait, cette chose-là? Écoute, c'est arrivé un peu, je dirais pas par hasard, parce que finalement, les choses se sont bien enchaînées. Mais en fait, ce qu'on a réussi à mettre en place, et ce qui est, je dirais, assez rare, c'est vraiment de coupler la temporalité de la recherche doctorale avec les ateliers. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment assez unique, parce que souvent, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est pas possible. Donc, de mettre déjà le projet au centre et comme un outil de recherche, ça fait que forcément, on va se retrouver dans ce que tu évoques et à travailler ces allers-retours entre ce qu'on trouve quand on fait de la recherche, disons, traditionnelle, et puis ce qu'on trouve en accompagnant les étudiants à l'atelier. Et puis, les deux choses se nourrissent constamment tout au long du développement de la recherche. Oui. Alors, moi, j'ai la chance d'accompagner effectivement les étudiants à la table. Donc, je suis là en tant qu'assistante, je découvre avec eux les sites et ce temps de maturation aussi, et tous les scénarios qui sont développés, il y en a beaucoup et on n'en retient qu'un tout petit nombre, mais tous les autres nous permettent finalement de clarifier les intentions. Oui, mais c'est là justement qu'on voit le potentiel de faire l'imbrication entre recherche et enseignement, mais Oui. surtout cette approche Research by Design dont tu parlais au début de la présentation. J'aurais une autre question, en fait, justement, en lien avec la fin de la présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à identifier des caractéristiques spécifiques dans chaque projet qui peuvent être associées à chaque dimension? Parce qu'en fait, vous arrivez avec vos analyses multicritères, en fait. Déjà, donc, est-ce que vous faites un choix? Est-ce que vous arrivez à choisir finalement une typologie ou une approche de projet qui est plus pertinente? Parce que comme il y a des forces et des faiblesses dans chaque projet, comment est-ce qu'on fait le choix finalement
de ce qui est à garder. Et est-ce qu'on arrive à décomposer ces caractéristiques-là pour finalement peut-être refaire un projet, repenser un projet à partir d'éléments ou de composantes, en fait, de projet? Excellente question, Chine, je te remercie. Non, c'est une des grandes questions, mais disons que ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le but, c'est de développer un outil d'aide à la décision. Donc, ce n'est pas un outil qui va prendre la décision à la place de qui que ce soit. Donc, c'est essayer de clarifier quels sont les enjeux en présence pour que les décideurs puissent ajuster les curseurs de chaque critère, de chaque dimension, selon les objectifs qui se donnent, les caractéristiques évidemment spécifiques de chaque site. Donc, ça permet d'avoir vraiment une comparaison sous les yeux et de pouvoir très vite évaluer, ah, mais si je change cet objectif, en fait, ça va avoir un impact. Et peut-être que, évidemment, on ne peut pas être parfait partout en même temps. C'est ça aussi, le radar, il ne peut pas être plein sur tous ces points. Donc, de comprendre aussi les enchaînements, les liens entre un indicateur et l'autre. Et puis dire, si on augmente celui-là, ben, on va avoir une répercussion ailleurs. Et puis, c'est plutôt ça qu'on veut expliciter. Donc, si je comprends bien, le modèle d'évaluation reste flexible. On peut introduire des nouveaux critères, on peut introduire de nouvelles dimensions et voir comment ça vient augmenter la compréhension des enjeux et puis justement aider dans la prise de décision. Mais justement, par rapport à ça, juste avant d'ouvrir aux questions des étudiantes, là, les étudiants, j'aimerais juste savoir, en fait, donc quand tu parles de prise de décision, on parle de qui, en fait? Qui sont les personnes concernées? C'est les cantons, les communes, c'est les développeurs, c'est les… Oui, c'est vraiment, c'est ça. C'est les cantons, les communes, les praticiens même. Parce que, en fait, ces visions projectuelles, c'est une sorte de manière dans la vraie vie, en Suisse, on ferait des mandats d'études parallèles. On sélectionnerait 3, 4 bureaux, on les payerait, on leur dirait, voilà, on doit développer un nouveau quartier à cet endroit-là, faites-nous des propositions. Et puis, les propositions arrivent et ça aide les autorités à prendre des décisions. Donc là, on est un peu en train de simuler ce cas réel à travers l'atelier. Mais disons que la grille qui est mise en place, elle serait communiquée évidemment autant aux praticiens qu'aux autorités. C'est autant un outil pour préparer le programme du concours qu'un outil pour y répondre. Et ça se veut vraiment ouvert comme outil d'évaluation. Très bien. Et justement, on a une question du public par rapport à ça. Une personne qui veut savoir si les visions projectuelles ont déjà été proposées aux municipalités. Donc, est-ce qu'il y a déjà une présentation, soit de la démarche, soit des projets qui ont été faits aux communes ou aux cantons? Et est-ce que ce sont des sites qui sont prévus pour un développement prochain? Alors, les projets en tant que tels, des présentations vraiment axées là-dessus, on n'a pas encore lancé cette machine parce qu'on attend d'avoir un petit peu les 4 sites qui soient aboutis au même niveau pour pouvoir faire du sens. Mais il y a eu plusieurs échanges avec différents acteurs de Sion et de Genève. Donc, le site web est maintenant en ligne. On va le lancer officiellement très bientôt. Donc, de plus en plus de gens sont au courant. Et justement, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les sites sont, en tout cas celui de Sion et celui de Genève, sont actuellement en cours de régénération. Donc, Sion, comme je disais, un concours a été lancé en 2018 et remporté en 2019 par Herzog et de Meuron. Donc, le développement du projet est en cours. Bon, le périmètre est beaucoup plus large que celui qu'on a sélectionné nous, mais Sion est vraiment une ville particulièrement dynamique à ce niveau-là. Et Genève, alors Genève, tout est un peu plus lent à Genève, mais cette pointe de la jonction, ça fait très très longtemps
la ville se demande qu'est-ce qu'elle pourrait en faire. Et il y a beaucoup de projets qui n'ont malheureusement pas abouti. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui a été validé, c'est un parc public sur la pointe de la Jonction qui est en train de se développer de manière participative, co-construite entre justement les habitants et les autorités. Et ce couvert des transports publics vient d'être désaffecté. Et l'été passé, on a eu une série d'occupations temporaires à cet endroit-là. Donc, c'est effectivement, on s'insère dans une dynamique qui est déjà là. D'accord. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des étudiantes et des étudiants, mais j'en profite pour poser les miennes dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut imaginer l'application de cette méthode de mesure à l'ensemble des sites qui sont riverains, même ceux qui ne sont peut-être pas imaginés pour l'instant comme étant des sites de transformation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait carrément caractériser l'ensemble des sites construits du Rhône ou d'une partie du Rhône, par exemple, avec cette méthode, de manière peut-être identifier des lieux ou des endroits qui sont peut-être déficitaires en termes d'accessibilité ou de durabilité ou de qualité dans le cadre des critères que vous avez définis, par exemple. Est-ce qu'on pourrait cartographier tous les sites du Rhône avec cette mesure? Alors, on peut tout à fait. D'ailleurs, dans le cadre du projet de recherche Rhodanie urbaine, donc ma thèse, c'est une partie, mais il y a une autre partie qui est justement un inventaire des quartiers en bord de Rhône sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Donc ça, c'est une collègue qui est en train de finaliser ce gros travail. Donc, disons qu'en amont de la thèse, il y a vraiment cet inventaire pour comprendre quel est le potentiel réel du territoire rhodanien. Et puis, là-dedans, on sélectionne ces 4 lieux qui sont particulièrement significatifs ou emblématiques. D'accord. Et on a tout à fait la possibilité, enfin, on a vraiment un recensement sur l'ensemble du linéaire. Et c'est ce genre de choses que vous allez aborder, puisque je sais que tu organises une école doctorale tout bientôt, ou qui s'est passée récemment, je ne sais plus. C'est la semaine prochaine. Ça va donc porter sur ça, en fait. Ça va porter sur les quartiers en transition en lien avec l'eau, disons, et on a des intervenants qui vont nous présenter différentes, soit des projets, soit des stratégies sur 3 jours avec d'autres doctorantes et doctorants. Et ça va s'articuler autour de tables rondes et de discussions. Je pense que ça va être très porteur. Très bien, excellent. Bon, ben, puisqu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant, je propose que nous terminions la rencontre maintenant. Donc, merci beaucoup à Sarah Formery, pour ta participation et puis ta présentation. Je pense que ton intervention va être très, très intéressante pour enrichir l'atelier qu'on est en train de diriger actuellement. Donc, merci à toi et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Chine. Merci encore pour l'invitation et puis bon après-midi à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.